Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sciences Publiques, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 10 janvier. La réforme des retraites est sur les rails. Lors d'une conférence de presse, la Première ministre a confirmé la mesure phare, l'âge légal de départ repoussé à 64 ans en 2030. Un totem pour les syndicats réunis ce soir à la Bourse du Travail dans un mouvement unitaire, le premier depuis 12 ans. Cette réforme est-elle indispensable? Quels sont les soutiens politiques du gouvernement? Quelle ampleur la mobilisation peut-elle prendre? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat, cette question, Paris et l'Île-de-France sont-elles prêtes à affronter une crue centennale aussi puissante que celle de 1910? Non, a répondu la Cour des comptes dans un rapport il y a 2 mois. Pourtant, un test grandeur nature avait eu lieu en 2016. Le préfet chargé de l'organiser imaginait l'après-inondation. Quelle est notre stratégie? Objectif, rétablir le plus rapidement possible l'activité sur le territoire francilien. Qu'est-ce qu'on privilégie? Par quoi faut-il commencer? Quels sont les axes à déblayer d'abord? Où faut-il rétablir l'existant en priorité? Comment éviter une catastrophe majeure? Est-ce encore possible? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, un premier extrait de la conférence de presse d'Elisabeth Borne. La réforme des retraites, marqueur du second quinquennat d'Emmanuel Macron, est lancée. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'1 trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation. C'est essentiel pour celles et ceux qui ont eu une carrière hachée ou incomplète, et je pense ici particulièrement aux femmes. Ce projet est bien universel. Il concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires. Notre débat sur cette réforme des retraites, le premier certainement d'une série qui promet d'être longue au fil des discussions et de la mobilisation face à ce projet. Catherine Tricot, bonsoir, vous êtes... Bienvenue, vous êtes directrice de la revue Regard. J'accueille Éric Delannoy, bonsoir, bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Économiste, président fondateur du cabinet Tensing, et vous avez travaillé sur le programme économique du candidat Macron lors de ces 2 campagnes présidentielles, notamment sur l'économie sociale et solidaire. Bertrand Martineau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes économiste, spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. J'accueille également Laetitia Krupa. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, vous êtes éditorialiste politique. Peut-être un premier tour de table, tiens, pour savoir comment vous vous situez, si vous êtes favorable ou opposé à cette réforme. Catherine Tricot, vous vous y opposez, pourquoi? Parce qu'elle est inutile. C'est-à-dire qu'on nous fait, on est dans une situation de crise multiple et qu'on va tendre le pays qui, on le sait, est en désaccord avec cette réforme, alors qu'il y a tant de projets à affronter, tant de consensus à construire pour faire face à la crise énergétique et environnementale. Et il y a tellement à penser pour recoudre notre pays que je trouve très malheureux de commencer ce quinquennat qui devait être écologique ou ne serait pas, par une réforme qui divise alors qu'il faut réparer l'hôpital, les transports, l'école, la justice. Et on s'attaque à quelque chose qui est une question qui n'a aucun caractère d'urgence, qui est une petite question, quand par ailleurs on a tous ces grands enjeux et ces sommes, ces bénéfices considérables et ces accumulations de richesses considérables et appropriées par un petit nombre qui ne sont pas partagées et dont nous aurions besoin. On y reviendra, évidemment, vous connaissez l'émission, le temps pour développer ces arguments. Éric Delannoy, vous y êtes plutôt favorable, on va dire ça comme ça, pourquoi ?
J'y suis plutôt favorable parce que, alors déjà, si c'était une si petite question, on ne ferait pas tant de bruit. Donc c'est certainement quand même plus important qu'on ne l'imagine. Ça pose la question de l'intergénérationnel. Ça pose la question de regarder les effets structurels de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Enfin, je veux dire, en 1960, on avait 4 actifs qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,6 actifs qui financent un retraité. En 2050, on sera à 1,2 actifs pour financer les retraites. Donc structurellement, on a un déséquilibre intergénérationnel qui fait qu'on ne peut pas laisser le système de retraite dériver comme il dérive. Deuxième élément, c'est que j'aime beaucoup la formule de Bruno Le Maire, on ne peut pas avoir de la solidarité à crédit. À un moment, le quoi qu'il en coûte, va falloir s'arrêter et que donc revenir à des aspects de rigueur budgétaire qui fait que 10 milliards de déficits qui peuvent se transformer en 15 milliards de déficits par an si on ne fait rien, il va falloir trouver des solutions. Donc j'y suis favorable parce que au final, ça répond à un besoin structurel de la société, de mon point de vue. Ça répond aussi à une manière de regarder le travail. Ça répond aussi à un point qu'on ne cite jamais, qui est que nous sommes le seul pays en Europe qui n'irait pas sur ce type de réforme à l'heure où les investisseurs finance la dette du pays à des coûts qui sont de plus en plus importants. Quand un investisseur se tourne vers un pays et qu'il voit qu'un pays n'est pas capable de faire des réformes, il ne finance pas la dette. Alors on y reviendra là-dessus. Message envoyé, on va dire, aux partenaires européens et aux investisseurs européens. Bertrand Martineau, pour ou contre ? Mais le sujet, c'est pas les retraites. Le sujet, c'est l'ensemble des finances publiques. On va avoir à faire face dans les prochaines années à des charges supplémentaires considérables sur la santé, la défense nationale, le grand âge, l'innovation, la recherche, la relance du nucléaire. Donc finalement, vous rejoignez, pardon de vous interrompre, sur ces réformes qu'il faut faire, mais vous dites qu'il faut se donner de l'air pour les faire. Si vous voulez, les quelques dizaines de milliards d'interventions supplémentaires et de relances supplémentaires qu'il faut faire, je ne vois pas très bien sur quel poste de dépenses on peut les faire. Ailleurs que sur les retraites. Je vois mal qu'on baisse de 20 milliards d'euros, puisque c'est à peu près de ça dont on parle à terme. Je vois mal qu'on baisse de 20 milliards les dépenses dans les hôpitaux. J'imagine, pour mon pays, j'imagine pas qu'on baisse de 20 milliards la défense, l'armement. Que je pense qu'on a des problèmes considérables de dépenses supplémentaires dans le grand âge. Et donc, même sans en appeler à des comparaisons avec des autres pays, chacun vit sa vie, chacun a son propre modèle, à la limite, c'est même pas le sujet. C'est qu'on a affaire à un mur, on est devant un mur de déficit et de finances publiques, et le seul levier, c'est pas une position idéologique. Après, il peut y avoir des effets tout à fait défavorables sur certaines personnes, sur les systèmes de retraite, mais d'un point de vue macroéconomique, disons, le seul levier qu'on a pour dégager quelques milliards, on ne parle pas de quelques millions d'euros, pour dégager quelques dizaines de milliards d'euros à l'horizon de quelques années, eh bien, c'est les retraites. Voilà. Si on me donne un autre poste de dépense où on peut faire 20 milliards d'économies, oui, alors les 200 familles peut-être, et puis on va taxer alors voilà, j'allais vous dire, Thomas Piketty est un économiste assez reconnu qui a fait une chronique dans Le Monde que je vous recommande. Il livre ce chiffre. Il y a 10 ans, les 500 plus grandes familles françaises... 200 familles, non 500. Excusez-moi, c'était les 500. Mais non, mais on peut se moquer. Mais se moquer ne fait pas un argument. Les 500 plus grandes familles françaises possédaient 200 milliards. 10 ans plus tard, elles en possèdent 1000 milliards. C'est-à-dire qu'elles ont accru leur propriété privée de 800 milliards. C'est faux ? Écoutez, si c'est faux, vous le direz à Piketty. Et d'ailleurs, nous honorons d'avoir en France l'homme le plus riche du monde. Désormais, nous avons l'homme... Alors, ce que je veux dire, c'est que... C'est Bernard Arnault. Oui, c'est Bernard Arnault, vous le savez. Donc, si ça veut dire quelque chose, ça veut dire que des personnes en France ont accru considérablement leur richesse et elles l'ont accru au bénéfice, notamment du fait qu'elles ont été exonérées de paiement des impôts, notamment, je pense à cet argument sur l'ISF, parce que moi, je pense qu'on pourrait remettre l'ISF que Macron a supprimé, l'ISF qui ne ramène que 5 milliards, et précisément, s'il ne ramène que 5 milliards, c'est que c'est une plaisanterie. Alors, on reviendra au fond de la réforme des retraites, parce qu'il y a beaucoup de thèmes intéressants, mais je voulais vous entendre là-dessus et je vais entendre la réponse de l'un et l'autre. Peut-être. On peut refaire le monde, mais si vous voulez, on peut refaire le monde. Mais là, on était sur les retraites, si vous voulez, mais on peut aussi parler de taxation, on peut parler de patrimoine, on peut parler d'écologie, on peut parler de tout ce qu'il y avait à transformer. Vous savez bien que c'est pas en augmentant de 2 ans l'âge de départ à la retraite qu'on va payer tout ce qu'il y a à payer. Donc, il faut bien refaire le monde. Il faut bien refaire le monde et donc s'interroger
interroger sur les inégalités de Éric richesse. Delannoy, vous vouliez répondre sur cette question des super riches, on va dire ça comme ça. On est sur les éléments de langage traditionnels de la gauche radicale, enfin, sur le thème. Il suffit de faire payer les riches. Moi, je rappelle que pourquoi c'est faux et pourquoi je le dis avec autant de certitude, malgré le respect que j'ai pour les travaux de M. Piketty, qui fait des travaux fort intéressants quand il ne fait pas de politique. C'est qu'en fait, ça ne veut rien dire 200 milliards versus 1000 milliards. Ça veut dire juste une chose, c'est que les entreprises que possèdent ces gens-là se sont bien portées parce qu'on a une économie qui s'est très bien portée. Ça veut dire que ces 1000 milliards-là, qui ne sont absolument pas liquides, ça s'appelle du patrimoine illiquide, d'accord ? Ça veut dire quoi, ça, pardon ? Ça veut dire que c'est des gens qui ont des actions dans des entreprises et qui ne les vendent pas comme ça pour générer leur train de vie ou pour mettre sur leur compte en banque. Donc c'est la valeur de l'entreprise qui s'est améliorée, donc la valeur de leurs actions s'est améliorée. Mais c'est la valeur de l'entreprise, donc ce sont les salaires, donc ce sont des... Alors effectivement, ça nous emmène sur un autre débat qui est passionnant, qu'on a déjà eu sur ce plateau et qu'on aura certainement dans les prochains mois, parce que c'est aussi la question du partage de la valeur dans une entreprise, par exemple. Mais on fera ce débat dans quelques jours, je vous le promets. Je vous donne d'autres éléments. On est en cette fin d'après-midi en direct sur Public Sénat, annoncé par la Première ministre dans cette conférence de presse. Donc il y a ces 64 ans en 2030, ça veut dire 3 mois par an à partir du 1er septembre. Allongement de la durée de cotisation plus rapide, on va atteindre 43 ans pour un taux plein dès 2027, alors que dans la réforme de Touraine telle qu'elle a été prévue, c'était 2035. Extinction des principaux régimes spéciaux, ça c'est un élément important, RATP, industrie, électricité, gaz ou Banque de France. Il y a aussi des éléments sur les carrières longues, sur effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire l'urgence budgétaire que Elisabeth Borne chiffre. Elle dit le déficit sera à 30 milliards de la sécurité du régime de retraite en 2030. D'autres éléments de cette réforme résumés par Flora Sauvage pour ensuite lancer le débat un peu plus précisément sur ce qu'a annoncé la Première ministre. Après avoir échoué lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron remet la réforme des retraites sur la table. Cette fois, le chef de l'État a choisi d'écarter le report de l'âge légal de départ à 65 ans, comme il l'avait promis pendant la campagne présidentielle. La réforme vise essentiellement à faire des économies. Elle est centrée sur une mesure phare, le relèvement de 62 à 64 ans de l'âge de départ. Si la réforme est votée par les députés et les sénateurs, il faudra, pour partir à la retraite, avoir cotisé 43 ans et être âgé de 64 ans minimum. À partir de 67 ans, un départ restera possible, même sans avoir ces 43 années de cotisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Selon un sondage, plus de 2/3 des Français sont opposés au recul de l'âge de départ à la retraite. Fait inédit, les syndicats sont tous unis contre la réforme. Une journée de grève et de mobilisation devrait avoir lieu d'ici la fin janvier. Alors l'un des arguments pour justifier cette réforme, on l'a déjà un peu évoqué, c'est effectivement la comparaison européenne. Je vous propose, la liste des pays où on parle plus tôt en Europe. La Suède 61 ans, la France jusqu'à présent 62 ans, la Grèce 62 ans, la Slovaquie 62 ans et 10 mois. Et puis si on va de l'autre côté du curseur européen, on va voir les pays où l'âge légal est le plus tardif. Et là, on va trouver l'Italie, 67 ans, tout comme le Danemark, les Pays-Bas et le Portugal, on est à 66 ans et 7 mois. L'Irlande et l'Espagne à 66 ans, l'Allemagne à 65 ans et 10 mois. Catherine Tricot, en 2027, j'ai vu ça dans les Échos ce matin, seuls 3 pays de l'Union européenne auront gardé un âge légal inférieur à 65 ans. Est-ce que la France peut être à contre-courant ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer le courant. Exactement pour la discussion que nous avions précédemment, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à revoir que nous devons arrêter de penser que c'est en pressurant ceux qui travaillent qu'on va régler les problèmes. Il faut faire des réformes systémiques qui améliorent la vie des gens, qui transforment l'école, qui transforment l'hôpital, qui fassent la rénovation énergétique, et on ne peut pas penser qu'on va le faire en pressurant. Mais est-ce que c'est forcément antinomique ? Pardon de vous interrompre. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas lancer cette réforme des retraites aujourd'hui ? Il y a, en examen en ce moment à l'Assemblée, une loi sur les énergies renouvelables qui est aussi importante. On se demande si elle va passer ou pas. Enfin, c'est pas forcément antinomique. Non, c'est pas antinomique. Le problème, c'est que le système, pour l'instant, nous emmène dans le mur et conduit toujours à trouver la solution au même endroit. Là, j'ai amené avec moi la petite note qui a été adressée à l'Union européenne, le programme de stabilité qui a été adressé en juillet 2022 par le gouvernement. Il explique dans cette note très clairement qu'on va faire une baisse des impôts de production dès 2023 et qu'on va le payer
C'est la première page de la note, c'est pas du tout un truc secret et qu'on va le payer grâce à la réforme des retraites. C'est-à-dire que la logique actuelle, c'est de dire on va continuer de faire une pression sur le coût du travail, de baisser le coût du travail et qu'on va le faire en le faisant payer notamment par les retraites et non seulement en augmentant l'âge de départ à la retraite, mais en faisant baisser le montant des retraites. Oui. Parce que ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est on nous raconte l'inverse. En vérité, tous les rapports montrent que les pensions de retraite vont baisser de 20% dans les 20 prochaines années parce qu'elles ne sont plus indexées sur l'augmentation du PIB et sur la richesse produite, mais sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on a une part des retraites, les retraités français vont s'appauvrir. C'est-à-dire c'est toujours au même endroit, ce que vous avez très bien expliqué, monsieur, tout à l'heure, c'est au même endroit qu'on cherche, sur les retraités, sur les salariés, sur les gens qui triment. Et en fait, le carreleur qui peut rester à quatre pattes jusqu'à 64 ans, si on s'imagine que c'est comme ça qu'on va redresser faire les éoliennes, redresser la France. Non mais si, puisque tout à l'heure on parlait je parlais de nucléaire, je parlais de trucs sérieux. D'accord, vous parlez de trucs sérieux, mais ce qui est en alors, on ne va pas non plus lancer un débat comparatif nucléaire et énergie renouvelable et éolienne. Voilà. Les investissements que l'on doit faire ne peuvent pas être faits sur le dos des salariés et le dos des gens qui aujourd'hui triment difficilement. Un point d'accord, sans vouloir être ironique, mais si on fait la réforme des retraites pour financer des éoliennes, alors je suis contre la réforme des retraites, que ce soit clair. Ce serait plutôt pour financer des sources d'énergie rationnelles et scientifiques. Mais simplement, une petite chose sur les comparaisons européennes. Vous avez évoqué les âges légaux. En fait, les âges légaux n'ont pas grand intérêt. Ce qui compte, c'est les âges effectifs de départ. Et là, j'ai tiqué sur la Suède, l'âge légal 61. Je n'étais pas au courant que l'âge légal en Suède était aussi bas. En revanche, l'âge de départ effectif moyen est 66 ans. Je sais. Vous voyez. Et dans certains pays, il y a une différence dans beaucoup de pays, bien sûr, entre les femmes et les hommes. Exactement. Plus qu'en France d'ailleurs. Exactement. Voilà. Ce qui fait que c'est aussi parce que la France a un taux d'emploi des femmes plus élevé que dans la plupart des pays, et donc elles accumulent plus de droits à la retraite et elles partent à peu près au même moment que les hommes, contrairement à d'autres pays où l'écart est plus important. Donc c'est quoi? Ça veut dire que c'est un symbole plus qu'autre chose, non. Légal, je rejoins aussi Madame Tricot sur le fait que c'est pas parce que l'Allemagne le fait qu'on est obligé de le faire. On le fait pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que on doit redresser nos finances publiques d'une manière ou d'une autre. Alors je conçois qu'il y ait d'autres façons de redresser les finances publiques, par exemple d'augmenter monstrueusement la taxation de quelques dizaines de milliards d'euros. Ça pose aussi quelques problèmes, et ce n'est pas que M. Arnaud, à mon avis, qui va être concerné. Et donc on peut évidemment augmenter la taxation, mais si on considère, c'est une option parmi d'autres, mais il se trouve que c'est la mienne, qu'on a déjà la pression fiscale la plus élevée du monde, enfin du monde occidental en tout cas. Bon, enfin on est en concurrence avec la Belgique, mais même ils ont un peu derrière nous. Enfin, d'autres pays sont plus... Danemark. Alors, donc, si vous voulez, on peut effectivement plaider pour une augmentation massive, parce qu'il faudrait qu'elle soit massive, de la pression fiscale. Alors, on peut fantasmer en pensant que c'est que quelques individus qui paieraient, mais bon, c'est peu probable. Ou alors, effectivement, on fait des économies sur les dépenses. Et, comme je le disais tout à l'heure, le seul poste d'économie énorme de plusieurs dizaines de milliards, c'est évidemment pas sur la santé, la défense, la police, l'enseignement supérieur, etc. C'est évidemment sur la retraite. Il se trouve que par ailleurs, on est en retard par rapport aux autres pays et que le problème du carreleur en Allemagne a pu se traiter, il doit pouvoir se traiter aussi de manière intelligente pour le carreleur français. Et Éric Delana, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quoi une question de crédibilité internationale après 3 ans de quoi qu'il en coûte, c'est ce que vous nous dites? Oui, tout à fait. Il y a une question de crédibilité internationale dans un cadre d'augmentation des taux. Je précise bien ça, parce que au final, quand on arrive à acheter de l'argent sur les marchés à 0%, finalement, c'est totalement indolore et la France est un pays qui a une signature valable. Le problème, c'est ne pas faire comme les autres. Le problème, c'est de faire la démonstration qu'on a une capacité réformatrice, ce qui est très différent. Capacité réformatrice, parce que quand un investisseur met de l'argent dans la dette d'un pays, il a l'espoir qu'un jour, il sera payé en retour, et il sera payé en retour si les finances publiques, il sent qu'elles seront maîtrisées. Et s'il sent que les infrastructures du pays vont évoluer dans le bon sens. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron doit communiquer sur la scène internationale dans ce sens, en disant je fais cette réforme, et donc nos finances publiques vont s'assainir, et vous pourrez venir investir chez nous? Normalement, ça devrait être la cohérence qui devrait être effectivement ça. Pourquoi ne pas faire la réforme énergétique et environnementale? Vous savez très bien, si vous suiviez l'actualité européenne, mais c'est pas le débat, vous verriez que le gouvernement actuel, avec le groupe Renaissance au Parlement européen, fait énormément sur la problématique énergétique. Mais c'est un autre sujet. Sur la partie du travail, je voudrais revenir sur une thématique. Là, on a une confrontation en fait de deux visions de la société. Oui. Moi, quand j'entends
pressurer ceux qui travaillent, moi, ça me vrille les oreilles, en fait. Le travail n'est pas là pour pressurer les gens. Le travail est là pour donner la dignité aux gens. Parlez-en aux chômeurs. Les chômeurs veulent retrouver du travail parce que c'est un vecteur de lien social. Pressurer le travail, mais de quoi on parle? On parle effectivement de quelques métiers difficiles qui seront pris en compte dans cette réforme des retraites, sur lequel il y a encore des choses à regarder, mais sur lequel la pénibilité doit être prise en compte. Mais le regard qui est un rapport au travail, qui consisterait à dire que ça a servi, mécaniquement, ça fera qu'on n'ira jamais vers une réforme où on travaille plus longtemps. Et ça, c'est un vrai problème par rapport à un regard sur la société. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet... Oui, mais on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à embaucher aujourd'hui pour des raisons multiples, qui peuvent être liées au salaire, qui peuvent être liées à la perte de sens du travail. Donc c'est peut-être aussi que le travail n'est pas si mais ça ne veut pas dire énergisant ou positif que vous nous le dites. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a tant de Français qui aujourd'hui se disent après la crise Covid, finalement, j'ai quitté mon travail et j'hésite à en reprendre un tout de suite, c'est pas totalement neutre quand même. Vous avez tout à fait raison. C'est pas seulement salarial. Vous avez tout à fait raison. Je mettrai un petit bémol sur le fait quand même que pour la première fois depuis la crise Covid, le taux de satisfaction des citoyens vis-à-vis des entreprises va vers la confiance. 75% des Français ont confiance dans l'entreprise comme étant certainement un des derniers lieux où il y a une sérénité dans le lien au travail et dans le lien social. Donc la vision de l'entreprise, elle n'est pas si négative que ça dans l'imaginaire des Français. Bon. Simplement, c'est entretenu et c'est bien dommage parce que finalement, quand j'entends la conférence de presse d'Elisabeth Borne, on a affaire à la pédagogie où finalement il n'y a pas de brutalité. Regardez la brutalité dont on parle, dont on entend partout sur la gauche qui se dit mon Dieu, c'est une réforme brutale. Mais quelle est la brutalité? La clause du grand-père pour le régime des retraites, est-ce que c'est de la brutalité? Alors il faut expliquer, donc c'est à la RATP ou dans l'industrie gazière électrique, en fait, c'est les nouveaux arrivants qui on reporte la réforme de 40 ans quasiment. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Le fait que ce qu'on va appliquer là, ça ne s'applique que dans 10 ans. Dans 10 ans. À partir du 1er septembre. Ça s'applique le 1er septembre, mais la réforme va s'appliquer le 1er septembre, mais ça aura des conséquences dans 10 ans. Dans le 1er septembre, c'est 3 mois de plus pour ceux qui sont... Alors là, je suis d'accord avec Catherine Tricot. C'est-à-dire que là, en ce moment, tout le monde regarde, est-ce que tout le monde calcule, je suis concerné, combien de mois supplémentaires? Ce n'est pas vrai. Et je vais donner un point d'accord avec madame, quand même. Ce n'est pas vrai sur le fait que ça change quelque chose. Il faut savoir qu'avec les réformes qui ont déjà eu lieu, notamment la réforme Touraine ou la réforme de 2010, l'âge effectif de départ en retraite, on en parlait tout à l'heure en France, est déjà supérieur à 63 ans. Donc ça ne changera rien en septembre, en fait, dans le fait du départ effectif. Il se trouve qu'en fait... Pour le cadre, non? Mais pour le cadre, peut-être, mais le cadre, il part déjà. Et voilà, exactement. C'est bien le problème, c'est que les cadres, ils sont arrivés sur le marché du travail plus tard. Ni pour ceux qui ont commencé très très tôt, qui sont dans les carrières longues. Là où je suis d'accord avec Madame Tricot, c'est que il est vrai que les pensions risquent de baisser. Pourquoi les pensions risquent de baisser? Parce qu'on relève l'âge de la retraite de manière très faible, mais on augmente le nombre d'annuités, enfin de trimestres pour pouvoir avoir le taux plein très fort. Donc il risque d'y avoir pour une partie de la population une décote qui sera plus importante s'ils décident de partir plus tôt que l'âge légal. 43 ans pour atteindre un taux plein dès 2027. Il est vrai que ça va inciter aux gens à travailler plus. Alors, le fait qu'on ne paye plus les retraites sur l'augmentation des salaires, mais sur l'augmentation du coût de la vie. C'est-à-dire qu'on a un Oui, ça fait très longtemps, mais ça s'ajoute. De ce point de vue, ça ne change pas, mais ça s'ajoute. Je vais reprendre la main parce qu'on va essayer pendant ce débat d'écouter d'autres extraits de la conférence d'Elisabeth Borne. Je vous en propose un. Alors, je ne sais pas si en régie vous êtes prêts à me suivre, mais c'est celui sur justement les petites retraites. Ce qu'a annoncé la Première ministre, c'est que ce montant de 1 200 € minimum allait concerner les retraités actuels et pas seulement les futurs. On écoute Elisabeth Borne. Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 € par mois. C'est près de 1 200 € par mois dès cette année. Les uns et les autres ont souligné que les femmes et les indépendants étaient la majorité de ceux qui touchent les plus petites retraites. C'est une inégalité majeure à laquelle nous voulons répondre.
Alors, sur ce point-là, parce que c'est quand même un... Alors, effectivement, c'est une demande du parti LR. On va y revenir dans un instant sur les enjeux politiques, on va dire, de cette réforme. Mais c'est quand même un signal de justice qui est envoyé par le gouvernement. C'est une loi qui existe depuis 2003. Donc, ils vont se conformer à une loi qui a 20 ans. Donc, je veux dire, on peut se dire qu'enfin, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça sera pour tous ceux qui ont une carrière pleine. C'est-à-dire que quand on a travaillé 43 ans dans sa vie, gloire, on peut partir avec 1 200 €. C'est-à-dire que quand même, il faut se rendre compte où on en est, quoi. Si on avait un petit salaire. Avec au minimum 1 200 €. C'est-à-dire 43 ans de cotisation vous ouvre à au minimum 1 200 €. Ce qui quand même, tout le monde en conviendra, n'est quand même pas formidable pour une vie de labeur entière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les 43 ans, vous ne les avez pas. Donc, bien sûr que c'est bien sûr qu'il le fallait, et ça fait 20 ans que c'était inscrit dans la loi. Alors, il y a 2 batailles à mener pour l'exécutif, pour Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Il y a la bataille politique au Parlement, on y reviendra dans un instant, mais d'abord celle de l'opinion. Il va falloir convaincre des Français qui, selon les instituts de sondage, sont pour l'instant majoritairement opposés à cette réforme. Je vous propose d'écouter plusieurs réactions glanées dans l'après-midi. Réaction de Français face à cette réforme des retraites. On en a choisi 3. La retraite, c'est bien jusqu'à 65 ans, mais à partir de 50 ans, il est difficile pour quelqu'un de trouver un emploi. Donc, que va-t-il faire de 50 à 65 ans ? Pendant 15 ans, il va rester demandeur d'emploi avant de passer passer à la retraite. Ça me paraît loin, en tout cas pour moi déjà. Je pars plus du principe que aussi chacun individuellement, il faut qu'on prévoie aussi un petit peu la suite pour chacun. Il faut se baser sur nos amis européens. Et ils partent tous à la retraite un peu plus tard que nous. Est-ce qu'aujourd'hui, à 60 ans, on est capable de tenir un poste de travail dignement ? Moi, je pense que oui. Gagner la bataille de l'opinion, Laetitia, pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Vous êtes critique sur la méthode Macron, pourquoi ? Oui, pour moi, c'est une communication qui est complètement à l'envers. C'est un ratage total. Tout le monde a été convié à cette grande concertation à Matignon, puis à l'Élysée, on ne va pas être naïf. Donc, dans l'exécutif, il y avait les chefs de parti, les chefs de groupes parlementaires, les syndicats. Et puis, il y a les grands oubliés, finalement, de ce dialogue, les Français. Les premiers concernés. Emmanuel Macron est passé totalement à côté d'une opportunité qu'il avait d'illustrer cette nouvelle méthode. Vous vous souvenez, quand il a été réélu, il nous a parlé d'une nouvelle méthode de discussion, de dialogue entre le haut et le bas. Il avait là vraiment l'occasion en or et il l'a raté. Donc on aurait pu avoir un grand débat façon gilet jaune, c'est ça ? Exactement. Gilet jaune. Oui, il sait que les Français sont rétifs à toute idée de réforme des retraites. C'est un tabou finalement. On parle toujours de ce tabou totem pour l'âge, mais c'est pas ça. C'est les retraites. Quand on a les retraites, on se crispe. D'ailleurs, il nous avait dit qu'on était des Gaulois réfractaires. Eh bien, toutes les enquêtes d'opinion, vous l'avez dit aussi, on va le rappeler, avec le dernier sondage Odoxa pour Challenge, regardez, 83% des Français se disent opposés au report de l'âge légal à 65 ans. Et seuls 16% approuvent l'âge donc qu'a donné Elisabeth Borne de 64 ans. 26, ce n'est pas beaucoup, seraient d'accord avec 63 ans. Cette enquête, Thomas, elle montre surtout la grande défiance des Français envers le gouvernement. Puisque 71% doutent que le gouvernement puisse simplement mener cette réforme et 72% que cette réforme soit juste socialement. Donc oui, c'était le moment pour Emmanuel Macron, qui pousse cette réforme depuis 2017, je vous le rappelle, de retrousser ses manches et d'organiser les réunions publiques comme il sait le faire. Et en plus, il avait l'outil idéal, c'est même lui qui l'a inventé, cet outil, le CNR, qui porte symboliquement, parce que c'est le même acronyme, l'héritage du Conseil national de la résistance. Alors là, il s'agit pour Emmanuel Macron du Conseil national de la refondation, mais le Conseil national de la résistance, c'est lui qui a voté à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale la première loi sur l'assurance vieillesse, et c'était le 12 septembre 1946. Vous pouvez regarder, par exemple, sur Internet, je me suis amusée cet après-midi à voir ce que le CNR d'Emmanuel Macron faisait. Alors, il planche, c'est vrai, sur beaucoup de sujets fondamentaux de société, comme la fin de vie, et puis comme le bien vieillir. Je me suis dit, tiens, le bien vieillir, on va peut-être trouver un petit alinéa sur les retraites ou un petit paragraphe.
Rien du tout, rien sur les retraites. Donc Emmanuel Macron, je pense, a totalement raté cette grande concertation nationale. Et puis il tend la perche aux oppositions aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais tout à fait, et l'opposition saisit la balle au bon, la balle de l'opinion publique. Alors je vais vous laisser écouter Fabien Roussel du Parti communiste. Il était invité des 4 vérités, c'était ce matin sur France 2. Nous demandons un grand débat. D'ailleurs, le Parti communiste français est à l'initiative d'une pétition sur Internet, une bonne pension, une bonne retraite.fr. Vous pouvez aller voir avec des propositions et une pétition. Voilà, il saisit l'opinion publique. Oui, évidemment. Au bon, la pétition, l'appel à manifester. Finalement, même si le gouvernement réussit à faire passer ce texte sans le 49.3 en l'envoyant directement au Sénat, il risque, et on le sait déjà, puisqu'il y a des appels à manifester qui sont déposés, et puis des appels à la grève aussi, à la RATP, à la SNCF. On sait que la France peut être bloquée. Merci Laetitia pour cette analyse. Bertrand Martineau, vous avez été, je le rappelle, conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Que cherche un président qui lance une réforme des retraites? Quel soutien cherche-t-il auprès notamment peut-être des syndicats, des partenaires sociaux? Comment ça se passe? D'abord, il ne recherche pas la popularité quand il fait une réforme des retraites. C'est une banalité, mais... Mitterrand l'a eu. Bon. Oui, une réforme des retraites qui... une réforme des retraites qui a été très populaire. Ah bah oui, c'est sûr, ça, la démagogie paye toujours. Ben non. À court terme. Expliquez pourquoi. Oui, parce qu'il a ramené la retraite de 65 à 60. Tout à fait. En fait, cette réforme... Alors maintenant, ça m'a amusé vos chiffres de 83% des Français qui sont contre, y compris les retraités. Parce que quand on regarde les actifs, c'est pire. C'est plutôt 90% des actifs qui sont contre, parce que les retraités qui ne sont pas concernés sont plus ou moins pour à 40%, je crois. Voilà. Mais si vous regardez les actifs, en fait, l'opposition est encore pire. Vous voyez, voilà. Donc, c'est pas, on ne gagne pas de la popularité comme ça. Si on est un peu dans la mécanique de l'exécutif... Mais la mécanique, elle est très simple. De toute façon, on parle de débat, on parle de concertation, on parle de pédagogie, on parle d'erreurs de communication. Bon, on fait des réformes des retraites depuis 1993. Enfin, des efforts de redressement du système de retraite. Bon, Balladur, qui est celle qui a remporté le plus, d'ailleurs, grâce à la désindexation que vous évoquiez, on a gagné sans doute à peu près 50 milliards aujourd'hui. On aurait 50 milliards de charges de plus. Excusez du peu s'il n'y avait pas eu la réforme Balladur, la seule réforme Balladur de 93. Bon, donc il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de bonne communication, ça se saurait. Il y a toujours un front syndical. Oui, alors on est plus ou moins à droite, mais il n'y a pas de bonne communication, il n'y a pas de bon moment. Parce qu'il ne faut pas faire une réforme pendant une récession, c'est pas malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne touche pas aux retraites? Non, c'est pas ça. Non, en termes de communication politique, il n'y a pas de bon moment. Si, Emmanuel Macron nous a promis une nouvelle méthode de concertation. Là, il a mis tout le monde à la table, sauf les Français. Attendez, vous reprenez tous les gimmicks de communication depuis des décennies. Il faut faire des débats, il faut communiquer, il faut faire de la pédagogie. On retrouve toujours. Et à chaque fois, c'est pareil. Les gens sont dans la rue parce qu'on touche quelque chose qui, à mon avis, n'est pas qu'un sujet du rapport au travail. C'est beaucoup plus que ça qui se pose. C'est une question de crise politique beaucoup plus générale que le sujet des retraites. Moi, je vous fiche mon billet que si Emmanuel Macron changeait d'avis et faisait une déclaration comme quoi, finalement, il n'y a pas de problème de système de retraite et de financement du système de retraite, je pense que les gens hurleraient à la mort en disant « il nous ment, en fait, on a un énorme problème de financement des retraites ». Voilà. J'en suis absolument persuadé. Il descendrait dans la rue? Non. Il descendrait peut-être pas dans la rue, mais enfin, et le gouvernement ne gagnerait même pas en popularité dans l'autre sens. Donc, de toute façon, il n'y a rien à faire. Moi, je pense... Donc, c'est quoi? C'est quand même du courage politique, c'est ce que vous nous dites? Alors, c'est un mélange de courage politique et puis c'est aussi une nécessité. C'est-à-dire qu'en politique, vous ne faites pas ce que vous voulez. Il y a effectivement, à terme, les contraintes que vous aviez indiquées, c'est-à-dire les marchés financiers. On n'en a pas beaucoup parlé, mais parce qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. Parce qu'effectivement, comme la Banque centrale nous achète notre endettement, effectivement, pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Et les taux d'intérêt augmentent. Et même à l'horizon de 2-3 ans, la question de la soutenabilité de la dette et des charges d'intérêt de la dette, je rappelle que les charges d'intérêt de la dette aujourd'hui, c'est le même budget que l'éducation nationale. C'est un petit sujet quand même. Bon. Donc, vous avez effectivement du courage politique, puis vous avez aussi la nécessité, c'est-à-dire que le fait que vous ne pouvez pas faire autrement. Je rappelle que M. Tsipras, qui était communiste en Grèce, il a fait une réforme des retraites absolument terrifiante en Grèce. Bon, et pourquoi j'imagine qu'il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Non, j'imagine qu'il l'a pas fait un peu sous pression de l'Union européenne aussi. Mais il l'a fait sous pression des marchés, parce que l'Union européenne, c'est quand même le contribuable européen qui l'aidait à boucler ses fins de mois. Parce que vous avez dit, il n'y a jamais de bon moment. Je voudrais revenir quand même sur cette question du timing, de cet anglicisme, Éric Delannoy. C'est vrai qu'on est quand même dans un contexte qui est un contexte de succession de crises, un contexte de tension sur le pouvoir d'achat, d'inflation. Bon, il y a voilà. Alors, est-ce qu'il y a toujours des crises, c'est ce que vous nous dites, mais est-ce que c'est le meilleur moment pour lancer une réforme, même sur l'acceptabilité par l'opinion, Mais l'acceptabilité, déjà, de mon point de vue, l'acceptabilité par l'opinion. Comment voulez-vous
que quelqu'un à qui on dit vous allez travailler plus longtemps, vous dise je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'acceptabilité de l'opinion, on a commencé par réduire la réforme des retraites à un changement d'âge légal de la retraite. Enfin, c'est pas comme ça qu'il fallait présenter. Au départ, ça devait être systémique. Hein. Alors, non, mais moi, je suis un nostalgique de la réforme systémique de 2017. Voilà. Il est évident, mais on est revenu à quelque chose qui ressemble à une négociation de boutiquier sur un âge légal. Mais la réforme des retraites, c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne l'a bien rappelé. C'est un peu justice sociale. Je dis un peu parce qu'il y a encore des choses à négocier, notamment sur la pénibilité. Mais c'est justifier les carrières longues, c'est accompagner les seniors. Il faudrait présenter la réforme des retraites, comme ça a été fait d'ailleurs aujourd'hui, de manière pédagogique, pour enfin que les Français se prononcent sur quelque chose une vraie image de ce que c'est que la réforme des retraites. Moi, je pense que la communication, en l'occurrence, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de bonne communication, mais d'abord, il y avait un risque. Il y avait un risque majeur parce que, je veux dire, c'est la première chose, quand on sait que l'opinion est d'emblée contre, instrumentalisée un petit peu à juste titre par l'opposition, c'est facile. Forcément, on ne va pas aller se prendre des coups. Deuxièmement, il y avait même un sujet de temporalité. C'est-à-dire qu'en gros, ils voulaient aller vite et consulter l'opinion, si on veut le faire bien, ça prend du temps. Et enfin, il y avait un sujet qu'il ne faut pas négliger et qui a été complètement raté, pour le coup, c'était une volonté de relégitimiser les syndicats. Il y a une volonté de relégitimiser les syndicats avec une concertation qui a été exclusivement avec les syndicats, avec tous les syndicats pendant plusieurs mois. Il se trouve que ça n'a pas marché. Ils en ont fait un totem. Mais quand même, on ne peut pas à la fois aller directement à l'opinion en squeezant les syndicats et vouloir relégitimiser les syndicats. Parce que la légitimité des syndicats ne vient pas d'en haut, mais d'en bas. Et qu'ils ont perdu la légitimité de la base. Oui, c'est ça, mais ça fait longtemps. Mais ça pouvait être une bonne manière de la légitimité par le haut. Ça pose une vraie question. On va terminer ce chapitre sur la bataille de l'opinion, sur la capacité des syndicats à tenir un mouvement comme celui-là. On a vu ce qui s'est passé à la SNCF juste avant Noël, avec un mouvement qui finalement était né sur les réseaux sociaux, il faut dire les choses, et qui a échappé aux principaux syndicats de la SNCF. Donc ça va être c'est une vraie question, et je pense que personne ici a la réponse sur l'aspect conflictuel de ce mouvement et de ce qui va naître là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et donc moi je boucle sur ce que je disais au départ, c'est que si on veut recoudre le pays et le réunifier, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir des projets, et quand Macron dit mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas, il fallait faire ça. Ce n'est pas ce qu'il fait. Je regrette, mais il ne porte pas de réforme structurelle. Il nous explique que la mère des batailles, c'est de trouver 13 milliards pour faire la réforme des retraites, quand on sait l'ampleur des transformations qu'il va y avoir. Et excusez-moi, messieurs, si je peux juste vous dire une chose, c'est que depuis 1993, donc Balladur et tous ceux qui ont suivi, on ne peut pas dire qu'on ait le sentiment d'être dans un pays fringant qui va vachement bien et qui est confiant dans son avenir. Peut-être qu'il faut juste... Plus qu'on ne le croit, en fait. Moi, je pense qu'il faut peut-être un tout petit peu faire confiance aux Français et remettre les choses. C'est pas parce qu'ils sont contre qu'ils ont tort. Si les Français sont contre, ils ont peut-être de bonnes raisons d'être opposés à cette réforme. Alors, on va écouter un autre extrait de la conférence de presse d'Elisabeth Borne, où là, elle fait un peu de politique aussi. Elle rappelle tout simplement que cette réforme des retraites, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron lors de sa campagne pour sa réélection. On écoute la Première ministre. La nécessité d'adapter notre système pour le préserver a été au cœur de la campagne présidentielle, puis de celle des législatives. Ça n'est donc une surprise pour personne. Notre ambition a été portée en toute transparence par le président de la République et partagée avec les Français. Voilà, et ça ouvre évidemment le dernier chapitre de ce débat sur la bataille politique au Parlement. Je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas, bonsoir Bienvenue à vous. On s'y attendait sans surprise, cette réforme. Elle est saluée par la droite sénatoriale. Oui, c'est vrai que ça faisait plusieurs jours qu'il y avait une rumeur comme ça qui montait. On comprenait que le gouvernement avait choisi de proposer une version de la réforme des retraites qui colle à ce que proposent les LR au Sénat depuis 2019. Alors, écoutez Bruno Retailleau, nous sommes allés à la réunion de groupe des LR ce matin au Sénat et avant même les annonces, il ne cachait pas sa satisfaction. Écoutez le chef de file des LR au Sénat. Les annonces du gouvernement pourraient être, si ça se confirme, la victoire du projet de réforme des retraites du Sénat, puisque la Première ministre va vraisemblablement annoncer dans quelques heures une réforme qui utilise les deux leviers, c'est le même que nous votions d'habitude, le levier du report de l'âge légal à 64 ans et non pas 65 ans, et l'autre levier de la durée de cotisation, de l'accélération de la réforme dite Touraine.
Voilà, avant même les annonces, les sénateurs qui applaudissaient ce matin. Mais alors, ils fixaient deux lignes rouges. 3 informations. Oui, c'est ça. Ils avaient compris ce qui allait se jouer, effectivement, plus tard dans la journée. Mais donc, 2 lignes rouges, la revalorisation des petites retraites et le rapprochement des régimes spéciaux au régime général. Là encore, ils ont eu gain de cause. Oui, effectivement. Donc, satisfecit de la droite sénatoriale, mais c'est plutôt à l'Assemblée que le gouvernement compte sur les voix des LR. Oui, bien sûr. Les Républicains détiennent, avec leurs 62 voix à l'Assemblée nationale, la clé de la majorité absolue pour ne pas avoir recours au 49-3. Cet après-midi, le chef de file des députés LR est revenu sur la question des petites retraites, portées à 85% du SMIC. La Première ministre lui a répondu, c'était lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. C'est donc là encore, avant les annonces, écoutez un extrait de l'échange. Par-dessus tout, il faut réparer une injustice. Ces 2 millions de retraités qui ont cotisé toute leur vie, ont travaillé dur, ont des carrières complètes, souvent des femmes, des commerçants, des artisans, qui perçoivent aujourd'hui des retraites indignes autour de 900 € par mois. C'est indigne d'un grand pays comme le nôtre. Êtes-vous prête, Madame la Première ministre, à leur garantir à eux aussi une retraite minimum de 1 200 € et pas seulement aux futurs retraités? Je vous le dis très clairement, c'est pour nous une condition impérative. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président de Marlex, nous avons également échangé ces derniers jours sur la situation des retraités qui, après toute une vie de travail, avec un revenu modeste, touchent aujourd'hui de très petites pensions. Je vous confirme, Monsieur le Président, que j'ai bien entendu la demande de votre groupe. Nous partageons cette préoccupation. Une carrière complète doit permettre d'avoir une pension digne. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais nous sommes prêts à y travailler. Je vous remercie. La Première ministre qui l'a confirmé, ça concernera donc au total 2 millions de petites retraites. Un dernier mot sur un camp qui reste chez les LR autour d'Aurélien Pradié, le camp le plus critique de la réforme. Ils ne voulaient pas, a priori, des mesures d'âge. Et ce matin, en réunion de groupe à l'Assemblée nationale, le député Raphaël Schellenberger, proche d'Aurélien Pradié, a déclaré « On ne construit pas une réforme structurelle et fondamentale sous les ordres de la République entre Noël et l'Épiphanie ». Un petit pic comme ça à l'endroit d'Éric Ciotti, puisqu'il y a donc eu ce ralliement de la position des LR ces dernières semaines, ces derniers jours. Merci beaucoup Quentin Calmet. Bertrand Martineau, est-ce que finalement l'architecture de cette réforme n'est pas plus dictée par des considérations politiques, faire plaisir au parti LR et obtenir leur soutien à l'Assemblée, que par une analyse vraiment économique? Non, mais les détails, oui. Enfin, les 85% du SMIC qui s'appelle au stock de retraités n'est pas un détail. À mon avis, même sans les LR, je pense que le gouvernement l'aurait fait aussi, parce que ça va être bien vu dans l'opinion publique, et puis en particulier par les retraités qui vont globalement soutenir la réforme probablement. Même si ce n'est pas eux qui descendent le plus dans la rue. Donc je pense que ce n'est pas dicté principalement par des considérations très, très politiques, sauf les curseurs. Il n'y a pas beaucoup de leviers. Vous avez le levier de la durée de cotisation, il a déjà été très, très largement utilisé, parce que 43 années de cotisation, c'est quand même beaucoup sur un marché du travail où les gens, maintenant, souvent, ne rentrent pas avant 23, 24 ans. Surtout à l'horizon 2050, il y aura quand même beaucoup de... Voilà. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'auront pas leur retraite à taux plein avant 68 ans. Bon, donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin sur la durée de cotisation. On n'a pas envie de baisser les retraites. Il y avait l'option, évidemment, d'une taxation un peu généralisée, avec des milliards et des milliards, ou de faire financer par la planète Mars ou par les éoliennes, j'en sais rien, mais ça a été, c'est pas très crédible. Et puis, évidemment, il y avait le levier de l'âge légal, qui est effectivement le plus, j'allais dire, le plus brutal, le plus basique, on va dire, et qui rapporte le plus d'argent à court terme. Donc voilà, donc c'est plutôt un sujet technique là. Voilà. Peut-être aussi le plus simple, facilement compréhensible de tous. Alors, nous on essaye particulièrement technique. Alors nous on essaye de mettre un peu de complexité évidemment dans ce débat, mais c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron finalement est venu à une mesure d'âge. Si je peux, tout n'est pas complexe dans ce débat. La question de l'âge minimum, c'est pas complexe, tout le monde peut comprendre. Et ça, selon qu'on met le curseur à un endroit ou à un autre. J'ai peut-être pas bien exprimé, mais c'est ce que je voulais dire. Il y a des éléments de simplicité dans cette affaire. Alors le système globalement est très complexe. Éric Delannoy, est-ce que cette réforme, là, celle qui démarre finalement aujourd'hui avec cette conférence de presse en fin d'après-midi de la Première ministre, est-ce que son logiciel est daté pour vous? Est-ce que c'est une vieille réforme? Vous voyez ce que je veux dire?
Il est daté dans la manière de faire, évidemment, parce que, je veux dire, quelle est la différence entre ce qu'on est en train de vivre là et ce que l'on vit depuis 1993, avec certains premiers ministres qui en ont souffert, beaucoup. Donc, elle est datée et du coup, les réactions sont les mêmes. Ça a toujours été, mais toujours les mêmes arguments pour dire qu'il ne faut pas faire. Ça a toujours été, on va dans la rue et on va bloquer le pays parce qu'il ne faut pas faire. Mais si on n'avait pas fait les différentes réformes, 93, 95, qui n'avaient pas eu lieu en 95, 2010, 2014, etc., en fait, on serait vraiment dans le rouge, en fait. Est-ce que là, le pays peut bloquer, justement, en descendant dans la rue cette réforme? Je ne sais pas. Je pense que personne ne le sait encore. On ne sait pas. Par contre, il y a une vérité historique qui est qu'à chaque fois qu'on a eu à l'Assemblée nationale un vote qui a été fait, la mobilisation s'est effacée. Bon, on verra. C'est pour ça que Emmanuel Macron cherche l'accord avec les LR. Ça, j'ai bien compris. Mais il y a cette nouvelle dimension de mouvement un peu hors syndicat qui complique l'équation. Vous aurez le dernier mot, Catherine Tricot, de ce débat. Sur l'analyse politique, c'est aussi un cadeau à la NUP et aux forces parfois un peu disparates de la NUP. Cette réforme cette réforme des retraites. C'est un ciment tout trouvé quand même. D'abord, je trouve que c'est pas si simple que ça, puisqu'à l'intérieur de la NUP, il y a quand même quelques petites nuances. Je veux dire, la réforme Touraine, qui est quand même citée en exemple dans qui est appelée à la rescousse, ça fait pas forcément les heureux partout. Donc, je pense que c'est pas si évident que ça. Et je ne crois pas du tout qu'il ait voulu faire un cadeau à la NUP. Je pense qu'il a cherché. Je dis pas qu'il a voulu faire un cadeau à la NUP, mais de fait, ça permet aux partis qui composent la NUP d'afficher j'espère. Ce que j'espère, c'est que ça va permettre à la gauche dans son ensemble, c'est-à-dire pas simplement la gauche politique et institutionnelle qui est à l'Assemblée, mais à la gauche sociale, à la gauche syndicale, etc., de se rassembler. J'espère qu'elle va gagner, qu'elle va se faire entendre. On verra ça dans les prochaines semaines, parce qu'évidemment, il y aura d'autres débats sur cette réforme des retraites. Il y a plein de thèmes dont on n'a pas parlé. Ça tombe bien, parce que ça va donner des éléments, par exemple l'emploi des seniors. On l'a pas évoqué, c'est très important. Évidemment, il y a la question du tabou de la capitalisation. Tiens, on aurait pu aussi parler de ça. Donc, il y aura d'autres débats sur ce thème dans Sens Public. Évidemment, on vous le promet. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à ce lancement de la réforme des retraites.